rapport aux appellations. Ok. Je voulais dire cette fois-là, je voulais une nuance de votre part par rapport aux appellations. Tantôt, j'entends des gens parler de fonction GRH, d'autres de fonction RH tout court. Ah, d'accord. Ben, c'est pareil. Je pense que vous pouvez utiliser la même appellation. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des termes qui se ressemblent, mais qui en même temps nous indiquent à tous que nous parlons aussi de la même chose. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui va aujourd'hui dire la fonction RH, on comprend qu'elle est en train de s'adresser à la gestion des ressources humaines, à la fonction dans l'entreprise qui est chargée de la gestion des ressources humaines. Quelqu'un qui va vous parler de la fonction GRH, c'est juste qu'il a ajouté le G qui veut dire gestion des ressources humaines. La fonction de gestion des ressources humaines. Voilà, je pense qu'il ne faut pas faire de cela un véritable problème. Voilà, la question peut se poser seulement lorsque vous avez un rapport à établir ou vous avez peut-être besoin de mettre des termes qui sont plus adaptés. Mais sinon, si c'est dans une conversation, si c'est dans au cours d'une réunion, etc., ceci ne saurait poser un quelconque problème de compréhension, en fait. Oui? Merci beaucoup. Oui, je vous écoute. Professeur? Oui? Bita? Oui, monsieur Bita. Professeur, je suis un peu ma fin. Oui? Changement de paradigme de la gestion administrative du personnel oui. à la stratégie des ressources humaines. Ok. L'évolution que nous avons étudiée un peu dans l'histoire de l'évolution du monde, le changement intervient, et tout changement de paradigme intervient avec quelque chose qui vient bousculer les habitudes. Et comme vous allez dire, soit avec la mondialisation, soit avec telle chose, les gens ont compris que les ressources humaines sont devenues stratégiques. Oui. Sont devenues stratégiques. Et ici, là, vous avez dit non, on est passé de la gestion administrative directement à une gestion plus stratégique. Non, on n'est pas. Non. Nous ne sommes pas passés de la gestion administrative à une gestion plus stratégique. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Avant même d'arriver à la dimension stratégique des ressources humaines, il y a eu d'abord la phase de professionnalisation. Et cette phase de professionnalisation va intégrer des processus tels que la formation, tels que la gestion des talents, tels que la motivation, la recherche d'engagement du personnel, etc. etc. D'accord? Mais pour parler de paradigme, je pense que parler de paradigme ici, il faut faire attention à ce terme-là parce que nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un processus. Il est clair qu'avec quelques changements, eh bien, ça va venir apporter des modifications de comportement même au sein de l'entreprise. Parce que lorsque nous passons de la phase administrative, que nous passons après à une plus grande professionnalisation de la fonction, jusqu'à ensuite atteindre la dimension stratégique, vous comprenez que tout cela ne peut pas se faire sans changement de comportement, n'est-ce pas? Donc, si on veut utiliser le terme paradigme ici, effectivement, ça vient également bousculer certaines habitudes. Aujourd'hui, il est très rare d'être dans une entreprise sérieuse et de voir le management en train d'élaborer sa stratégie sans la fonction ressources humaines. Voyez, donc il y a un changement déjà de comportement à ce niveau-là. Et vous allez voir également que ce changement-là, n'est-ce pas, en passant à la phase stratégique, donc qui va imposer aux ressources humaines d'être plutôt des partenaires business, de comprendre le langage des autres, vous allez voir que même ces autres-là, à un moment donné, ils ne pourront plus bâtir leur stratégie sans faire intervenir les ressources humaines à un moment ou à un autre. Parce que lorsque vous êtes, par exemple, directeur commercial et que vous êtes en train d'élaborer une stratégie commerciale, cette stratégie commerciale va faire appel, va prendre en compte la mise en route d'un nouveau produit, par exemple. Vous suivez, M. Bita? M. Bouta? OK? Alors, ceci va permettre à
aux autres de, à un moment donné, se dire, ok, je suis en train de mettre en place ma stratégie pour le lancement d'un nouveau produit, mais est-ce que j'ai la ressource pour ce nouveau produit-là? Est-ce que j'ai les hommes qu'il faut pour pouvoir lancer ce produit-là? Oui, si je les ai. Est-ce que ces personnes-là sont suffisamment bien formées aux techniques spécifiques de vente de ce produit ou de distribution de ce produit? Ben, il se peut que ce ne soit pas le cas en ce moment-là, mais forcément, à un moment donné, il va impliquer les ressources humaines pour leur demander de prendre en compte tout le volet formation, le volet amélioration des compétences de ces personnes-là pour pouvoir avoir un lancement de produit plus efficace. N'est-ce pas? Donc, effectivement, tous ces changements vont venir bousculer certaines habitudes, n'est-ce pas? Et nous aider à faire évoluer les choses dans la meilleure direction. Voilà. Ça va? Ok. Monsieur Kofi Blaise, vous voulez intervenir? Oui. Ouvrez votre... Oui, je l'ai ouvert. D'accord, je vous entends. Allez-y. J'ai une question. Oui. Bon, c'est par rapport à l'actualité. Par rapport à l'actualité, ok. On parle de la responsabilité sociétale des entreprises. Oui. À certaines entreprises, on recherche le profit et en cette période de Covid-là, Oui. ils ne sont pas prêts à prendre des mesures d'anticipation pour préserver l'emploi de leurs employés. Donc, à ce niveau-là, par rapport, lorsque le profit l'emporte sur la responsabilité sociétale, comment l'État peut, au niveau social, amener ces entreprises-là à aller dans les sondages? Bon, je pense que déjà pour rester au niveau de l'État, dans un premier temps, l'État a fait des communications suffisamment claires et continue de faire des communications à l'endroit des entreprises, déjà dans le respect d'un certain nombre de dispositions et en rapport avec le Covid-19. Et dans ces, je ne vais pas reprendre ici donc toutes les recommandations de l'État, puisque bon, on est tous au courant de cela. Mais en même temps, vous savez, il y a aussi la question du management. Allô? Il y a la question du management où vous avez, au-delà du fait que le manager doit comprendre ses rôles et responsabilités. Responsabilité donc dans ses rôles, il sait que voici, j'ai une stratégie et voici ce que je dois faire. Et dans tout cela, il y a également la façon dont on dirige ses équipes. Parce qu'il n'est pas prouvé que le non-respect de la responsabilité sociétale puisse vous faire gagner plus d'argent au sein de l'entreprise. Ceci, vous ne pouvez pas dire que je vais refuser de mettre en application les mesures donc, de protection de mes salariés et espérer obtenir plus de création de valeur. Ceci n'est pas du tout évident. Au contraire, le non-respect d'un certain nombre de dispositions peut vous entraîner dans le chaos complet. Parce que si vous ne respectez pas le minimum et qu'il se passe quelque chose, n'est-ce pas, c'est la réputation, non seulement de votre entreprise qui en prendra un coup, avec toutes les conséquences qu'on ne saurait, je vais dire, égrener ici, sans compter les risques même de dommages sur votre outil de production que tout cela peut entraîner. Donc, le non-respect donc des mesures avec l'idée derrière que cela va vous permettre de gagner plus d'argent, je pense que ce n'est pas de cette façon-là qu'il faille réfléchir. N'est-ce pas? La recommandation aujourd'hui que nous faisons par rapport à la RSE, à la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, c'est que toute entreprise citoyenne
toute entreprise qui se veut, qui veut s'inscrire dans un développement durable, se doit de prendre en considération sa responsabilité vis-à-vis de ses ressources. Voilà, c'est ce que je peux dire. Maintenant, l'État ne pouvant pas être individuellement dans chaque entreprise, l'État va nous donner des orientations. L'État va nous demander de négocier certaines choses avec nos collaborateurs. L'État va nous donner des directions, des mesures à suivre, n'est-ce pas, pour que nous puissions tous nous accompagner ensemble à la résolution de ce problème de pandémie-là. Voilà. Ça va, monsieur Nzi? Oui, je vous écoute. Oui? Je vais abonder dans le même sens que mon prédécesseur. Ok. Bon, vous voyez, en réalité, pour les entreprises privées là, Oui. vous allez dire par rapport à merci, mais je me dis quand même que, en fait, ils n'ont pas cette maturité-là de considérer, jusqu'à présent, de considérer qu'on a la vraie valeur de RH dans voilà, l'évolution même stratégique de leurs entreprises. Si bien qu'ils trouvent, en tout cas, en cette variable RH de leur entreprise comme étant la source même de leur manque à gagner, c'est-à-dire à travers naturellement la masse salariale qu'elle paie aux salariés. Oui. Alors, si bien que bien avant la crise pandémique, il y avait des velléités de ces entreprises même de revoir, c'est-à-dire de licencier. Maintenant, bon, c'est avec le concours des structures publiques comment on appelle, le Code du travail et les syndicats qui utilisent ces instruments-là, que ces entreprises-là, en tout cas, avaient peur d'agir. Maintenant, avec cette circonstance de la pandémie Covid-19, alors, beaucoup d'entreprises trouvent ça comme étant une opportunité. Oui. Voilà, vous voyez, en fait, c'est un malheur qui est là, mais il y en a qui voient ça comme étant une opportunité. Il y en a en tout cas qui la saisissent autrement pour leur propre intérêt. Donc, il y en a déjà, il y a des entreprises déjà qui sont en grogne, dont les travailleurs sont en grogne parce qu'effectivement, ils sont menacés de licenciement. Oui. Voilà, je vis un peu dans l'actualité, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui sont dans cette situation-là actuellement. Oui. Donc, pour dire qu'effectivement, ces entreprises-là ne se soucient pas de l'image de leur futur qui sera écornée à la suite de ces actions de licenciement de leur personnel. C'est ça. Du coup, voilà, ça pose un problème. Effectivement, monsieur Belembago, c'est un réel problème. Mais malheureusement, je suis obligé de vous le dire, c'est aussi cela la réalité du monde. Voilà, les adaptations, les changements, la recomposition des frontières de l'entreprise, toutes les difficultés. Vous voyez, déjà, vous voyez l'importance même de la gestion des ressources humaines. Si vous vous souvenez, j'avais indiqué au tout début dans les définitions, si je reviens donc sur ce point-là, pour dire que la gestion des ressources humaines, c'est l'ensemble des activités qui permettent à une organisation, n'est-ce pas, de disposer des ressources humaines correspondant à ses besoins en quantité et en qualité. Malheureusement, il se trouve que d'un point de vue management, certaines entreprises n'ont pas mis en place la démarche qui leur permettait donc de trouver le juste niveau en termes de personnel et trouver également la qualité requise pour cela. Certains sont effectivement, contrairement à ce que vous dites, beaucoup d'entreprises peuvent effectivement être en surnombre, je veux dire en sureffectif. Ceci n'est pas quelque chose d'impossible. En fonction de la situation, malheureusement, une analyse peut démontrer qu'il y a... c'est-à-dire que si nous nous détachons de la question du volet émotion et tout ça, il peut arriver que vous détectiez qu'une entreprise est en sureffectif par rapport à son activité. Ceci est possible ou pas?
Ça, c'est possible. Voilà. Alors, donc, si ces gens d'entreprise-là veulent profiter de la situation pour avoir mené des actions, justement pour se délester de ce personnel-là, c'est peut-être pas le bon moment de le faire, mais en tout état de cause, ils devront prendre toutes les dispositions idoines qui dans le respect non seulement des dispositions du Code du travail, pas seulement parce que le Covid-19 n'est pas un code du travail. Hein. Le Covid-19 n'élimine pas les dispositions du Code du travail. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, la pandémie, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, n'a pas annulé les dispositions, toutes les dispositions réglementaires du Code du travail et des conventions. Par conséquent, si une entreprise aujourd'hui veut faire des choses, elle est obligée, n'est-ce pas, de s'appuyer. S'il vous plaît, vous pouvez fermer vos micros. S'il vous plaît, il y a un bruit un peu gênant qui nous parvient ici. Essayez de fermer vos micros. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde est vraiment en ligne là? Parce que on parle, mais il n'y a pas de réaction. Oui, il y a des gens qui ont leur micro ouvert. Oui, mais ils entendent quand même. Quand on leur dit de... Essayez de... Voilà. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Bon, écoutez, on va faire avec, hein, on va continuer, voilà. Donc, je disais que les entreprises sont obligées, même si elles veulent prendre des dispositions en raison du fait que la pandémie a créé des difficultés quant à leurs résultats, etc. Elles sont obligées de faire les choses dans le respect du Code du travail. Ok? Voilà, parce qu'il nous est difficile de dire qu'une entreprise n'a pas le droit de licencier, une entreprise n'a pas le droit de faire ci et ça, parce que nous ne sommes pas dans ces entreprises-là. N'est-ce pas? Tout ce que nous recommandons, c'est que la pandémie qui a lieu aujourd'hui ne supprime pas les dispositions du Code du travail et des conventions. Et que si une entreprise veut se lancer dans un mouvement de personnel, quel que soit le sens dans lequel elle mène ce mouvement-là, alors elle est obligée de le faire en conformité avec le Code du travail et les conventions. Voilà. Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Enfin. Oui. Oui, Madame Doucouré. Je ne vous entends pas bien. Les autres, s'il vous plaît, fermez vos micros. Lorsque vous n'intervenez pas, fermez vos micros parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Et voilà, c'est au moment de vos interventions que vous ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Très bien, donc d'autres interventions?